Bonjour et bienvenue à notre webinaire Revue technique des marchés. Aujourd'hui, on est le 22 mars, il est 18 heures. On est réunis avec Laurent Albi, le président de la FAT. Bonsoir Laurent. Bonjour, bonsoir Falco, bonsoir à tous. Bon, vous le savez déjà de la semaine dernière, je vous avertis et rappelé qu'on a une superbe chaîne YouTube où vous pouvez retrouver le replay, le replay de cette émission ce soir sur la chaîne. Donc, vous pouvez aller sur youtube.com et mettre le nom produit de bourse BNP Paribas dans la petite fenêtre de recherche et vous allez trouver l'enregistrement de notre webinaire de ce soir. En même temps, vous pouvez aussi abonner sur cette chaîne, en fait. Donc, il suffit pour se connecter à YouTube un petit compte email de Gmail, je crois. Et après, vous pouvez vous abonner et d'avoir sur votre smartphone ou votre tablette des petites alertes qui disent « Ah tiens, chez BNP Paribas, il y a de nouvelles choses à regarder. » Et voilà, donc allez-y, on vous invite de faire ça. Donc, on commence tout de suite avec Laurent. Je vais te passer l'écran, comme ça tu peux nous raconter de quoi on va parler aujourd'hui. Voilà, bonsoir à tous, chers auditeurs, et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé conjointement par BNP Paribas et la FAT, l'Association française des analystes techniques que je représente. Et on va donc pendant une heure ensemble regarder ce qui s'est passé cette semaine et aujourd'hui sur les marchés financiers. D'un point de vue technique, ça bouge pas mal et on va regarder donc ce que ça implique et où les marchés vont peut-être aller dans les prochains jours. On a eu beaucoup de questions cette semaine, on a un gros sommaire comme d'habitude. Alors regardez, on va d'abord dans un premier temps parler du S&P, du Nasdaq. Vous savez que ce sont les marchés directeurs et qu'en Europe, finalement, eh bien, les investisseurs suivent ce qui se passe outre-Atlantique. Donc, c'est important de décrypter l'actualité et les mouvements sur ces deux gros indices américains. On va regarder également le VIX, puisque vous le savez, le problème est venu du VIX au début du mois de février. L'indice de la volatilité implicite, c'est-à-dire celle qui est anticipée par les investisseurs pour le mois à venir. Et on va ensuite passer un tout petit peu de temps sur la théorie de Dow, Charles Dow, qui est l'un des cofondateurs du Wall Street Journal et qui est également la première personne à avoir formalisé l'évolution, la marche en fait des marchés. Et on va regarder un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui du point de vue de la théorie de Dow sur le Dow Jones industriel et le Dow Jones transport. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que sont ces deux indices et comment on doit les regarder pour avoir la confirmation ou pas d'un marché haussier ou baissier. Ensuite, on va regarder le CAC 40. On a Alain cette semaine qui nous a interrogé sur l'indice indien et l'indice chinois. Ça m'a fait plaisir de regarder, d'étudier un petit peu ces charts parce qu'on n'en parle pas souvent. Et on va voir qu'ils sont eux aussi dans des configurations particulièrement intéressantes. Alain, toujours, nous pose la question où va le gold? Alors, on va peut-être pas dire où est-ce qu'il va aller. On va peut-être pas demander à l'analyse technique de nous dire ce qu'elle n'est pas en mesure de nous dire. En revanche, on peut regarder s'il y a une dynamique, on peut regarder où sont les niveaux. On peut regarder également sur le franchissement ou la cassure de certains niveaux, ce que ça signifierait pour l'évolution dans les prochaines semaines. Et puis après, on va regarder donc quelques actions. Vous avez été nombreux à nous interroger sur Facebook, normal, avec ce qui s'est passé ces 48 dernières heures et ces révélations de données de plusieurs millions de personnes qui auraient été donc soit vendues ou qui auraient été donc en tout cas exploitées sans l'avis de Facebook. On ne sait pas encore très bien
où en sont les choses, en tout cas, cette société anglaise qui a traité 50 millions, les données de 50 millions de personnes pour éventuellement les influencer dans l'élection présidentielle américaine en faveur de Donald Trump. Le marché n'aime pas ça. Et Facebook a décalé de 10%, je crois, dernièrement. Donc, on va regarder où en est le titre. Microsoft également, qui est un petit peu pris dans la tourmente de ces valeurs technologiques américaines. On va voir également comment est la configuration actuelle du titre. Dassault Systèmes, cette fois-ci en Europe, un titre qui est très fort. On va regarder également ce qui se passe dessus. Et puis, secteur industriel, c'est Nathalie qui nous interroge sur Edenred, Michel sur Eurofins Scientifique, et puis on va terminer avec Altis. Je crois que c'est Pascal qui nous interroge et qui nous dit est-ce qu'il y a un rebond qui est en train de se former sur Altis. Voilà, donc un sommaire, comme je vous le disais, chargé. On commence tout de suite. Et pour répondre à Alain, qui s'interroge donc sur ce qui se passe sur le Nifty et le Shanghai Composite, bien, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, je vous ai rassemblé donc à l'écran les 10 principaux indices mondiaux pour voir un petit peu comment ils se comportent. Alors, la date de départ de cette comparaison, c'est juste avant la forte baisse de la fin du mois de janvier et début février. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a un seul indice qui est toujours positif par rapport à ce départ baissier de court terme, et c'est le Brésil, le Bovespa, avec à la clôture d'hier soir plus 0,58%. Tous les autres indices, depuis que cette correction s'est mise en place, sont négatifs à partir donc de ce point de départ du 24 janvier. Alors, quand on regarde en détail, on voit que le Nasdaq est celui qui a le mieux récupéré. Vous le savez déjà, on en a parlé la semaine dernière et la semaine d'avant. Un Nasdaq qui a même, pendant quelques jours, fait un nouveau plus haut historique, donc au-dessus du précédent sommet, avant de repartir donc à la baisse. Le S&P, moins 4,25%. Donc, qui est parmi le trio de tête. Et puis derrière, une fois n'est pas coutume, le CAC 40 qui se comporte bien avec moins 4,42%. Alors, ce n'est pas la clôture de ce soir, hein, jeudi soir, c'était à la clôture d'hier soir. Évidemment, ça a bougé un petit peu avec la séance d'aujourd'hui. Mais enfin bon, ce que vous voyez, c'est qu'on a un indice brésilien, un Nasdaq et un S&P qui sont dans le trio de tête. Alors, de l'autre côté du spectre, on a le Nikkei à moins 10,69%. Un Nikkei qui souffre peut-être de la force du yen, le yen qui a tendance à se renforcer justement quand l'aversion au risque revient sur les marchés financiers, et un yen fort, ça pénalise les entreprises exportatrices japonaises, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le Nikkei est en très nette sous-performance. On a ensuite justement Alain, le Nifty 50. Alors, il y a deux indices indiens, le Nifty et le Sensex. Le Nifty 50, donc, qui est à moins 8,67% depuis donc le début de la correction. Shanghai à moins 7,55%. Et puis, vous le voyez, le DAX qui est à moins 8,26%. Une sous-performance quasi double du DAX par rapport au CAC. Ce n'est pas habituel. Et on a vraiment un indice allemand qui est particulièrement malmené, qui a
plus baissé que le CAC et qui a moins récupéré dans le rebond. Et puis, comme d'habitude, l'Eurostoxx qui est un petit peu au milieu entre le CAC et le DAX. Voilà, donc c'était un rapide retour en arrière puisque on arrive doucement à la fin du mois de mars, donc on peut déjà faire un petit bilan de ce premier trimestre 2018 avec, vous le voyez, donc un champion, c'est l'indice brésilien, un indice brésilien sur lequel je suis positif depuis pas mal de temps. Et puis un Nikkei qui a donc particulièrement souffert, et ça par contre je ne l'avais pas anticipé. Alors quand on continue ce petit examen et qu'on regarde rapidement les différentes classes d'actifs, toujours depuis le début de cette correction, eh bien, nous remarquons que le gold est l'actif qui a le mieux tenu dans la tourmente. Le gold avec moins 1,24% entre le 26 janvier et le 21 mars, moins 1,24%, c'est la baisse la moins importante et ça montre qu'on a donc une perception des investisseurs pour le gold comme étant une valeur refuge et c'est confirmé avec, vous le voyez, donc une progression négative très limitée. Ensuite, assez étonnamment, on a le Brent qui a peu baissé. Alors, il a surtout beaucoup repris depuis quelques jours. Le Brent, c'est assez étonnant parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que la déconfiture de court terme sur les actions et donc cette aversion au risque qui revient sur les marchés aurait pu pénaliser le Brent. Bon, ça n'a pas eu lieu. On a des éléments macroéconomiques qui restent solides avec une croissance mondiale qui reste toujours bien ancrée et par conséquent, on a un Brent qui a bien résisté avec des stocks aux États-Unis qui ont été moins importants que prévu et par conséquent un Brent qui n'a reculé que de 1,35%. Ce qu'il y a également d'intéressant, c'est la très bonne tenue des obligations d'entreprise autrefois appelées obligations pourries, junk bonds. Aujourd'hui, on parle plus communément de high yield, c'est-à-dire des entreprises qui cherchent donc à se financer avec des rendements élevés puisque leur solidité financière peut poser problème et donc ce risque que prennent les investisseurs à prêter de l'argent à ces entreprises risquées, eh bien, il est bien payé, il est bien rémunéré. Et donc, on a ces obligations high yield qui ont peu baissé. Et c'est un facteur de surprise parce que ce qui a été finalement l'un des facteurs de cette baisse, c'était ce retour de la volatilité. Il est arrivé avec cette progression surprise des salaires pour janvier à 2,9%. C'était une situation jamais vue depuis 2009 et les investisseurs en fait en ont conclu qu'il était possible que la Réserve fédérale augmente ces taux d'intérêt de manière plus importante que prévu, puisque le marché anticipe 3 remontées des taux et qu'à ce moment-là, les opérateurs se sont dit qu'il y en aurait peut-être 4. Et donc, c'est ce qu'on appelle les dot plots. Et donc, il y a eu cette anticipation possible donc d'un resserrement monétaire plus brutal que prévu. Et c'est ce qui a fait que les marchés ont décalé. Quand on a des taux d'intérêt qui montent, eh bien, il y a donc les entreprises qui sont fortement endettées qui sont pénalisées puisque les taux remontent. Et les entreprises qui sont également pénalisées, ce sont les entreprises qui n'ont pas de belles signatures parce qu'elles peuvent faire défaut et par conséquent, on est dans un contexte, on arrive dans un contexte économique où ces entreprises qui émettent donc des junk bonds peuvent être pénalisées et donc les investisseurs peuvent avoir tendance à se séparer justement de ces obligations pourries. Et bien là, on voit que ce n'est pas tellement le cas et que l'appétit pour le risque sur cette classe d'actifs, d'ailleurs, les junk bonds ont un parcours un petit peu similaire, corrélé de manière positive avec les actions, parce que ce sont finalement les mêmes mécaniques, les mêmes dynamiques qui sont en jeu.
Eh bien, la surprise, c'est de voir que on a du high yield. Alors là, c'est un ETF, hein, c'est-à-dire un panier, un fonds qui regroupe beaucoup d'obligations de ce type, qui a très bien tenu. Et c'est un facteur intéressant à analyser parce qu'il montre qu'il n'y a pas eu donc de débâcle sur le marché, sur le compartiment du marché obligataire qui est considéré comme le plus risqué. Et justement, ce moins 60%, il est à mettre en relation avec ce moins 5,26 sur le S&P. Et on a vraiment un spread important entre le high yield et le S&P. Et je trouve que ça donne matière à réflexion et il y a une meilleure compréhension pour voir pourquoi les opérateurs ont vendu les actions comme ça et pas les obligations à fort rendement. Alors, il y avait toute cette théorie, d'ailleurs, ce n'est pas une théorie, toute cette explication sur les vendeurs de volatilité qui avaient donc continué de vendre des contrats sur le VIX qui ont été donc débouclés. Et ces débouclages en cascade ont fait que le VIX est considérablement remonté et ça a entraîné donc une baisse importante sur les actions. En tout cas, voilà, c'est un facteur que je trouve intéressant sur lequel on pourrait avoir une réflexion pourquoi le high yield a si bien tenu dans cette correction boursière. Et puis pour terminer, donc un ETF, donc TLT, toujours aux États-Unis, qui regroupe les obligations, les treasuries, les T-bonds entre 20 et 30 ans, qui a décalé donc de moins 3,25%. Là, c'est plus compréhensible, c'est plus normal. On voit malgré tout que la volatilité sur ces treasuries est beaucoup moins importante que les actions, c'est normal, quelque part, puisque finalement, après ce coup de grisou qui est arrivé sur les marchés, les investisseurs ont repris leurs esprits et ont beaucoup moins anticipé les semaines qui ont suivi, donc une remontée brutale des taux d'intérêt. Voilà, donc c'était un petit peu une manière pour moi de vous montrer ce qui s'est passé sur les différentes classes d'actifs depuis cette correction qui a eu lieu fin janvier. Et puis, si vous avez des questions sur ce que je vous dis, surtout n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat qui est à votre disposition pour intervenir et éventuellement pour me demander de préciser certains éléments. Bah, tu le demandes et je vais te citer une question qu'on va peut-être discuter un peu plus tard. Il y a Hervé qui demande: j'aimerais que Laurent me donne la prochaine cassure des CAC 40. Moi, je suis sur Axial Finance à 5051. Eh bien, on va regarder le CAC tout à l'heure. Donc, on regardera Hervé ensemble tout à l'heure. Comme tu as demandé, je dis, allez, je lance la question. Oui, non, mais sinon, j'aurais attendu. Non, mais c'est bien, comme ça, je le note. Voilà. Et puis surtout, si j'oublie, non, n'oublie pas, il est toujours dans il est là. Alors, maintenant, très rapidement, je vous montre un chart qui compare en fait le S&P et le CAC 40 dans la même devise en euros. Et vous voyez qu'on est à peu de choses près, regardez, sur la même sous-performance de l'indice américain et du CAC 40 à moins 1,50. Alors là, ce n'est pas depuis la fin du mois de janvier, vous voyez ici, c'est depuis le début de l'année. Donc un CAC et un S&P en euros qui sont à peu de choses près en performance identique. Voilà, c'est juste un élément supplémentaire d'information parce que je me dis qu'il y en a peut-être parmi vous qui sont investis sur des SICAV ou des ETF qui traquent le S&P ou le marché américain. Donc pour le moment, eh bien, on est sur le même type de comportement des deux côtés de l'Atlantique avec la même devise. Alors, on va regarder maintenant un petit peu plus en détail ce qui se passe sur le S&P sur un horizon de temps de moyen terme, puisque vous le voyez, j'ai fait en fait, je vous ai montré, enfin je vous montre ce qui se passe sur l'indice américain depuis donc le début 2016. C'est en fait le départ d'une patte, d'une jambe haussière, d'une impulsion, d'un rallye qui a été extrêmement puissant puisqu'on est passé de 2800 à 2850. C'est plus de 50% de progression sur le S&P avec donc un décompte héliotiste. Alors, le sujet n'est pas de parler d'Elliott, mais simplement de vous montrer un petit peu
ce qui peut se passer maintenant. Vous voyez que on est maintenant dans une consolidation. On assiste en fait à une consolidation de moyen terme sur le S&P avec vraisemblablement un petit pic qui a été fait donc à 2800 points et puis on repart maintenant depuis 15 jours à la baisse. Alors, on savait déjà, puisque ce chart, je vous l'ai déjà montré, je vous invite à retourner regarder les précédents webinaires sur la chaîne de YouTube de BNP Paribas Produits de Bourse, où on a effectivement donc étudié ensemble ce chart, et puis je fais un petit update pour vous montrer où est-ce qu'on en est. Donc, ce qu'on avait dit déjà il y a 3 semaines, c'est que on interprétait finalement ce qui se passe actuellement sur les marchés comme une vague 4. Alors, les vagues 4, elles sont très compliquées. Elles peuvent avoir beaucoup de formes et de combinaisons correctives difficiles à décrypter a priori. A posteriori, c'est toujours facile, mais les 4, elles sont toujours un petit peu tordues. Alors, on va essayer de rester simple et de mettre en avant le schéma, la lecture immédiate, la plus évidente, c'est qu'on ait une 4 en fait en ABC. C'est-à-dire qu'on aurait fait une première impulsion baissière, c'est une A, qui est venue donc tester cette moyenne mobile à 34 périodes expo. Vous le voyez, elle a servi d'arbitre assez bien dans la hausse. On a fait une B qui a un vrai caractère de B, c'est-à-dire que la A, elle est impulsive, la B, elle est corrective, et on voit tous ces overlaps. Et puis derrière, le risque, eh bien, c'est qu'on fasse une C, c'est-à-dire une troisième impulsion baissière. Jusqu'où pourrait aller cette vague C? Eh bien, dans un premier temps, si c'est vraiment la bonne interprétation, et il y en a d'autres, mais on va rester sur celle-là cette semaine, si c'est la bonne interprétation, eh bien, on pourrait retourner à 2550. Et puis, si la C est plus profonde, alors on pourrait retourner sur 2465 points. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu peur et que c'est une vraie baisse, mais quand on regarde en fait la structure depuis ces 24 derniers mois, on remarque que finalement 2465, ce n'est que 38% de retracement de tout le rallye. Autrement dit, ce n'est pas une éventualité qu'il faut exclure rapidement. Si effectivement on est dans une construction en ABC, eh bien le risque, ça ne veut pas dire que c'est ce risque-là qui va se concrétiser, mais dans cette lecture-là, le risque, eh bien, c'est de voir retourner le S&P sur 2465, qui par ailleurs, vous le voyez, est une zone de résistance qui deviendrait donc polarité. Alors, qui deviendrait support par le truchement donc du principe de changement de polarité. Alors, 2465, c'est un petit peu le point extrême de cette correction. Ça peut s'arrêter avant, ça peut s'arrêter notamment sur 2550, parce que vous le voyez, on a un support ici à 2550 qui a été à quelques points près le niveau de support de la baisse précédente. Donc, on pourrait tout à fait retourner sur cette zone. Autrement dit, 2550, 2465, 2450, c'est la zone à partir de laquelle, s'il devait y avoir une correction intermédiaire plus importante, des opérateurs qui reviennent sur le marché. Je vous montre également ce RSI qui a trouvé un support sur la zone des 50 points. Alors sur le RSI, 50, ça représente la ligne de partage des eaux entre un marché haussier et un marché baissier. Donc là, on voit bien que la correction s'est arrêtée sur 50. Parce que je voudrais vous dire, c'est que quand on a un RSI qui part de 90, eh bien la vraie zone de support, c'est pas 50, ça c'est la théorie. Concrètement, ça peut baisser jusqu'à 40. C'est vraiment à 40 qu'on trouve un vrai gros support sur le RSI. Donc, on va surveiller ce RSI parce que si on a un S&P qui continue de corriger, alors on peut avoir un RSI qui casse les 50, mais ça ne sera pas pour moi le signal d'un marché qui devient baissier. On pourra descendre jusqu'à 40. Retenez-le en weekly avant d'avoir un rebond. Et si on partait sur 40 sur le RSI, ça pourrait représenter une zone entre 2600 et 2550. Donc, affaire à suivre. Ah, je vois qu'il y a une question, Falco. Oui, exactement. C'est Daniel qui pose la question. 2550 égale bande de Bollinger basse en weekly, très haussière, égale okay. Difficile de descendre en plus bas. Voilà, donc là, il y a Daniel qui nous signale qu'avec son travail, lui, il fait un travail avec les bandes de Bollinger. On ne va pas expliquer ce que c'est les bandes de Bollinger ce soir, mais ce sont des enveloppes
qui représentent 95% de la volatilité d'un actif, et ce sont des enveloppes donc qui comprennent 95% du mouvement d'un actif. Et donc, les bandes de Bollinger peuvent servir de support. Et donc, Daniel nous dit qu'en hebdo, quand on a une bande de Bollinger qui est ascendante, eh bien, elle vient jouer un rôle de support dynamique. On peut avoir donc des opérateurs qui vont profiter de ce retour sur cette bande basse pour rentrer à l'achat. Alors, ce qui est génial, c'est quand on a une Bollinger plus d'autres facteurs techniques qui convergent vers un niveau, et là, ça augmente les probabilités d'avoir ce niveau effectivement jouer son rôle de support. Donc, 2550, voilà, pour jouer large, on va dire 2550, 2450, c'est la zone sur laquelle il devrait y avoir des investisseurs qui pensent que revenir sur le S&P sur ce prix, eh ben, finalement, c'est une opportunité, et donc avoir un courant acheteur qui reviendrait donc sur cette zone-là. Donc, encore une fois, affaire à suivre. On va voir si ça baisse déjà jusque-là. Si ça baisse jusque-là, on va voir si on s'est trompé ou pas, et si on voit effectivement des acheteurs entre 2450 et 2550. Ce qui est intéressant, c'est que si on s'est trompé, ça voudra dire qu'entre-temps, le consensus a évolué. C'est-à-dire que quand un support est enfoncé, ça ne veut pas dire que l'analyse technique ne fonctionne pas. Ça veut dire que ce niveau de support, qui était un niveau d'achat a priori, dans un contexte psychologique partagé initialement de hausse, eh bien, quand ce consensus psychologique évolue, ce qui était considéré comme une zone d'achat ne l'est plus, et donc il n'y a pas de soutien, autrement dit, il n'y a pas de demande sur cette zone de support, et donc ce qui se passe, c'est que le support est enfoncé. Donc, de toutes les façons, toutes les résistances et tous les supports ont vocation un jour ou l'autre à être franchis ou rompus, et donc la rupture d'un support, ça veut dire qu'il y a un changement dans la psychologie collective donc des investisseurs, et donc que ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être aller beaucoup plus bas. C'est pour ça que cette bataille entre 2450 et 2550, elle va avoir lieu, parce qu'il y a ceux qui vont penser que c'est un super prix pour rentrer à l'achat, et puis ceux qui, au contraire, pensent que ça va aller beaucoup plus bas. Et donc, il va y avoir une bataille entre courant acheteur et courant vendeur. Et si c'est le courant vendeur qui l'emporte, ça veut dire que les acheteurs ne vont pas pouvoir éponger toute l'offre qui se présente sur le marché, et donc il va falloir aller plus bas. Donc vraiment, ça va être un niveau important à suivre, et on le fera ensemble dans les prochaines semaines si effectivement on revient sur ce niveau. Bollinger. 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 Voilà. Moi, donc, je dis Bollinger. oui, mais non, mais tu as raison. Oui. Hein, Bah, oui, non, mais en anglais, on dit Bollinger, mais en français, Bollinger. Chers amis, nous disons Bollinger. Comme... On va pas chez les boulangers, pas voilà, contre. Non, exactement. Non. Allez, on continue parce que je voulais faire rapidement le lien entre le S&P et donc cette baisse possible jusqu'à cette zone avec le VIX. Alors, le VIX, vous le savez, c'est cette formidable appréciation du cours du VIX qui était passé grosso modo en daily de 14,15 à plus de 30. Bon, on voit qu'après les choses se sont calmées, mais regardez, on a fait donc une baisse, une réaction haussière, une nouvelle baisse, et on est venu sur la zone de polarité, c'est-à-dire l'ancienne zone de résistance qui a fait support. Et derrière, eh bien, on est en train d'assister à un dépassement du dernier rallye de contre-tendance. Autrement dit, là, on a un VIX qui vraisemblablement est en train de repartir à la hausse. Alors, les choses vont tellement vite en ce moment avec les nouvelles diverses et variées concernant le président américain, qui il limoge, qui il appelle, contre qui il va orienter ses velléités belligérantes au niveau commercial. Alors, parfois, c'est contre la Chine, parfois, c'est contre le Mexique, et puis après, on apprend que le Canada et le Mexique vont être épargnés, puis ça va être l'Europe. Non, finalement, c'est pas l'Europe, parce que l'Europe menace de rétorsion. Enfin bon, c'est vraiment le news flow est très important, et les opérateurs, en fait, suivent quasiment au jour le jour ce qui se passe à la Maison-Blanche, mais c'est évidemment un facteur, c'est devenu finalement à la longue un facteur d'incertitude. Et donc, on a un VIX en weekly, c'est un chart hebdomadaire que vous avez, qui est en train de repartir à la hausse. Et évidemment, avoir un VIX qui repart à la hausse, ça veut dire que les opérateurs continuent de se couvrir et que le prix des options continue d'augmenter. Et pourquoi elles augmentent? Puisque, en fait, une option, ce n'est rien d'autre qu'un produit d'assurance.
qui couvre en fait la baisse possible des actions du S&P en ce qui concerne le VIX. Et donc, quand on a un VIX qui remonte, eh bien, ça plaide peut-être pour avoir finalement ce retour du S&P vers les 2550. Bon, affaire à suivre, encore une fois. En tout cas, j'ai voulu vous le montrer aujourd'hui, ce VIX, même si la semaine n'est pas terminée, parce que vous voyez, on a ce niveau à 19,50 qui a été dépassé, et donc ça veut dire vraisemblablement qu'on va retourner sur cette zone entre 26 et 28 en clôture hebdomadaire sur le VIX, et donc c'est a priori pas une très bonne chose. Alors par ailleurs, on voit que là aussi, le RSI, il a trouvé son support à 50, ce qui est normal. Il aurait pu descendre un petit peu plus bas. Regardez, quand je vous disais qu'on avait un support important à 40, bon, il a réagi sur 50. On va voir si le RSI, il dépasse lui aussi ce petit sommet. Bon, en tout cas, ce soir, à 18h30, il semble qu'on ait des investisseurs qui prennent un petit peu peur et qui décident donc de couvrir leur position longue. Alors, on va terminer donc cette première partie du webinaire avec rapidement ce que dit la théorie de Dow. Alors, Charles Dow, c'est donc quelqu'un un Américain du début du siècle, qui, comme je vous le disais en début d'émission, donc a fondé le Wall Street Journal et qui a été surtout l'initiateur d'une théorie pour comprendre en fait l'évolution des marchés boursiers. C'est vraiment le pionnier de l'analyse technique. Et il est vraiment considéré, il est perçu comme le fondateur en fait de tout ce qui a suivi. Alors, il a mis au point une théorie qui a été par la suite augmentée, affinée avec Nelson, Hamilton et puis surtout Robert Rea qui a formalisé la théorie. Alors, on n'a pas le temps en fait de regarder l'intégralité de ce que dit cette théorie, mais on va regarder ensemble quelque chose qui me paraît particulièrement important, c'est la corrélation positive qui existe entre le Dow Jones industriel et le Dow Jones transport. En fait, la théorie est la suivante. Si un marché est effectivement haussier, eh bien, les entreprises qui produisent des produits, des marchandises, et les sociétés qui transportent ces marchandises doivent être sollicitées puisqu'on est dans un cycle économique et un cycle boursier de hausse. Donc, la théorie dit que si le rallye est effectif, sur les actions est effectivement bien réel, eh bien, on doit avoir une hausse à la fois de l'indice industriel et une hausse de l'indice des transports qui transportent donc, qui est un panier d'entreprises qui transportent les marchandises. Alors, Charles Dow va un petit peu plus loin et il dit que on voit d'abord l'indice des transports monter et ensuite, dans un deuxième temps, on voit l'indice industriel qui va également s'apprécier. Le raisonnement qui explique que les transports précèdent le secteur industriel, c'est que quand il y a une reprise économique, eh bien, pour que les entreprises industrielles honorent les commandes reflétées par cette reprise économique, eh bien, il va falloir transporter les matières premières vers ces entreprises. Autrement dit, je prends un exemple, il y a une reprise économique et donc les constructeurs automobiles vont bénéficier donc d'un retour de la demande domestique et également des entreprises qui vont donc à nouveau se pourvoir en automobile. Eh bien, pour que ces entreprises, Ford, General Motors, etc., puissent produire des automobiles, il faut qu'on amène à leurs usines de l'acier, du fer, etc. Et c'est pour ça que les sociétés de transport qui vont acheminer principalement les matières premières vont être celles qui vont être sollicitées
avant les entreprises industrielles. Et donc, ce que dit Charles Dow, c'est que quand nous sommes en présence d'un marché haussier, d'un rallye haussier, il faut que c'est quand les deux indices font un nouveau sommet que le rallye est confirmé. Et quand en fait on en a un qui fait un sommet et l'autre qui ne fait pas de sommet, eh bien on est dans une situation de non-confirmation. Et en fait, il va falloir attendre que le deuxième indice fasse à nouveau un sommet pour rejoindre le premier. Et là, on aura sur les deux indices deux sommets. Voilà, j'espère que mes explications sont claires. Et donc, à l'inverse, quand on a une correction, eh bien, pour que cette correction soit effectivement validée, il faut que les deux indices fassent simultanément ou avec quelques semaines d'écart un creux. Et quand on aura donc ce creux sur les deux indices, alors on pourra affirmer que le marché s'est retourné. Alors, on a donc dans la théorie trois mouvements, le mouvement primaire, le mouvement intermédiaire et puis le bruit quotidien. Alors, vous voyez, ça, c'est une tendance primaire sur le Dow Jones industriel, et puis ça, c'est une correction intermédiaire. Quand vous avez une correction intermédiaire et que le prix repart à la baisse, si effectivement ce creux est enfoncé, alors on a une tendance primaire qui est retournée, puisque nous aurons un premier sommet et un deuxième sommet baissier, et un premier creux et un deuxième creux baissier. Et donc, toute la séquence directionnelle haussière qui précède est donc terminée, et on a maintenant une nouvelle séquence baissière faite non plus de creux et de sommets qui sont ascendants, mais de creux et de sommets qui sont baissiers. Donc, quand on regarde le Dow Jones industriel, on voit que c'est ce niveau à 23 800 points qui, s'il était enfoncé, signalerait peut-être un retournement de tendance et un marché baissier qui se mettrait en place. Alors, il faut aller maintenant regarder le Dow Jones Transportation. Alors, au début, ce Dow Jones Transportation, c'était un indice qui était essentiellement constitué d'entreprises de chemin de fer à l'époque. Et puis maintenant, c'est l'ensemble des sociétés qui sont dans le transport. Alors là aussi, vous voyez sur le Dow Jones Transportation le sommet à 11 300, donc à mettre en rapport avec ce sommet à 26 500. D'ailleurs, les médias parlent toujours du Dow Jones industriel, jamais du Dow Jones Transportation. Donc là, on a effectivement un sommet, et puis derrière, sur le transport, on a le creux à 10 100 points, qui correspond sur l'industriel à 23 800 points. La réaction, que vous voyez également ici. Puis là, on a donc un industriel qui repart à la baisse. Et là, on a un transportation qui tient beaucoup mieux pour le moment et qui donc donnerait la confirmation d'un marché baissier sur le franchissement de ce niveau à peu de choses près à 10 100 points. Donc, d'après la théorie de Dow, si le Dow Jones industriel franchit, ou plutôt casse ce niveau de support, mais que le transportation ne casse pas ce niveau de support, nous n'aurons pas, d'après la théorie de Dow, un retournement de tendance primaire, en l'occurrence haussière. La tendance primaire, vous voyez sur l'horizon de temps que j'ai pris, c'est-à-dire depuis début 2017, on a un transportation qui s'est apprécié d'environ 26%, et puis on a un industriel qui s'est apprécié d'environ 34%. Une légère surperformance des industriels par rapport au transport, mais l'idée c'est qu'on a finalement la même construction haussière, même si l'industriel est beaucoup plus linéaire. Donc maintenant, les niveaux à surveiller, c'est ce niveau donc à 23 800 points, grosso modo, sur l'industriel, et si ce niveau est effectivement enfoncé, il faudra vite aller voir le Dow Jones Transportation et voir si ce creux est enfoncé ou pas. S'il ne l'est pas,
nous ne serons pas officiellement, d'après la théorie de Dow, sur un marché baissier, en présence d'un marché baissier. Si, en revanche, ce creux est enfoncé, alors nous pourrons officiellement déclarer que le marché s'est retourné et qu'on est maintenant dans une tendance baissière. Donc, souvenez-vous de cette logique économique qu'a mis en place Charles Dow, c'est-à-dire que si on est au départ d'un cycle économique, on va donc avoir le démarrage d'un cycle haussier également boursier, et donc on va regarder les deux secteurs qui vont profiter de la hausse de ce cycle, les industriels et les transports. Les industriels produisent, les transports acheminent, et il faut donc que les deux paniers d'entreprises de ces deux segments montent ensemble pour valider effectivement la reprise économique. Y a-t-il des questions, Falco? Non, il y a pas de questions. Il y a toujours la question d'Hervé. On va la faire dès qu'on arrive sur la CAC 40. Hein. D'accord. Et Alors, après, on il y a continue. Eric qui nous dit merci pour cet historique, vraiment intéressant. Ah oui, c'est intéressant de comprendre en fait comment les choses se sont mises en place dans le corpus de l'analyse technique. Tout est parti en fait du Japon au 19e siècle avec donc un négociant de riz qui avait pris de l'avance sur les autres et qui avait commencé donc à réfléchir sur des graphiques, des bougies, etc., pour anticiper les tendances, les débuts de tendance et les retournements. Et puis après, c'est vraiment aux États-Unis que le relais a été pris et c'est vraiment avec Dow que tout ce corpus d'analyse technique s'est constitué et sur lequel il s'est bâti. Alors, on va continuer rapidement maintenant avec le S&P pour vous raconter quoi? Eh bien que, vous le voyez, on a une zone de support ici à 2650 points sur le S&P, que c'est cette zone qui signalerait le retour vraisemblable sur la zone suivante entre 2580 et 2560. Pour le moment, le marché rejette cette zone à 2660 avec, vous le voyez, ce petit marteau qui, s'il était validé ce soir, pourrait peut-être signaler en rebond, peut-être, vers, dans un premier temps, cette zone à 2750 et puis après 2790. Donc pour le moment, sur du très court terme sur le S&P, on est toujours sur un rebond avec donc creux, sommet ascendant. Donc ce mouvement de très court terme, il est haussier. Pour que ce mouvement redevienne neutre, il faudrait qu'on fasse un creux plus bas que celui-ci, à 2650. Et vous voyez bien que les opérateurs, en tout cas, défendent, en tout cas aujourd'hui, ce niveau, puisqu'on a un rejet très clair. Alors, quand on regarde le Nasdaq, on voit ici donc ce qu'on appelle en anglais un island reversal, c'est-à-dire une île de renversement, un gap haussier et puis derrière un gap baissier. Et derrière, on voit que ça a pas mal baissé puisqu'on a enfoncé cette moyenne mobile. Alors, vous voyez, cette moyenne mobile à 45 périodes, elle arbitre parfaitement les creux dans la tendance haussière. À partir du moment où on la perce, eh bien, ça veut dire que, encore une fois, non pas qu'elle ne fonctionne pas, mais que en fait la dynamique est détériorée et qu'on rentre en consolidation. Et là, on est donc dans une zone, on est dans une phase sur le Nasdaq de consolidation haussière, puisqu'on a fait un breakout haussier. Malheureusement, les acheteurs n'ont pas été en mesure de tenir leur prix et l'offre a été trop importante. On repart donc à la baisse, on a enfoncé cette moyenne mobile, on a enfoncé cette oblique haussière, et puis derrière, ce qui est très important maintenant, c'est est-ce que nous sommes toujours au-dessus de ce point pivot à 6663. Ce point pivot à 6663, il correspond, vous le voyez, sur le S&P à ce point à 2650. Sur le Nasdaq 100, tant qu'on est au-dessus de 6663, eh bien on a un creux, un sommet, un creux, un sommet ascendant. Et là, on a toujours un creux ascendant par rapport au précédent. Donc, on a évidemment une dynamique une dynamique haussière qui s'est largement détériorée avec un momentum qui est maintenant très affaibli. Mais il n'empêche que du point de vue de l'analyse de la structure, on est toujours sur des creux qui sont ascendants. Et donc, la ligne de partage des eaux sur ce Nasdaq 100, c'est la cassure de 6663.
Si on casse ce niveau de support, alors on aura donc, je le répète, un creux, un sommet, un creux, un sommet ascendant. Et pour la première fois, on aura un creux descendant. Et donc, pour le moment, je suis toujours positif sur le Nasdaq, au-dessus de 6663. Clôture quotidienne sous ce niveau, je repasse neutre parce qu'il y aura effectivement une détérioration de la configuration, de la structure technique. Si on casse 6663, on retournera vraisemblablement sur ce niveau à 6400 points. Alors, quand on regarde le CAC 40, eh bien, j'avais tracé avant de venir une oblique haussière et regardez comme elle a bien fonctionné, le marché a pile poil clôturé au-dessus. Ça veut dire que les opérateurs ne voulaient pas aujourd'hui casser cette oblique. Ça veut dire vraiment qu'il y a une bataille, hein. Quand on voit des mèches comme ça veut vraiment dire qu'en séance, ça part à la baisse. Et puis, la dernière heure, il repasse à l'achat et on clôture vraiment au-dessus. Et je vous assure que cette oblique, je l'ai vraiment tracée avant la clôture de 17h30. Donc, ça montre vraiment à quel point on est dans une dimension technique en ce moment. C'est-à-dire que Je peux valider ça parce que j'étais avec Laurent à 17h35. Il n'était pas sur TradingView, il n'a pas pu faire ça. Absolument. Donc vraiment, le magicien. Voilà, non, mais ça veut. C'est l'analyse technique, c'est magique. Ça veut vraiment dire que, en fait, les fondamentaux n'ont pas bougé. Hein, c'est évident parce que de toute façon, les fondamentaux, ils ne vont pas bouger d'une semaine ou d'un mois à l'autre même. Donc, les fondamentaux ne bougent pas. On est vraiment sur une dimension extrêmement technique actuellement. Et donc, on a un CAC qui a vraiment clôturé au point près au-dessus de cette oblique. Donc, on va bien voir demain comment ça se passe. Alors, concrètement, où sont les niveaux? Si effectivement, on repart à la hausse, il y a ce premier barrage qui va faire obstruction entre 5223 et 5243. Si ce barrage arrive à être franchi, alors ça veut dire qu'on retournera sur la moyenne mobile à 200 périodes autour des 5300 points. Et puis si ces 5300 points sont franchis, alors on ira vraisemblablement rejoindre les 5360. Alors je répète, les trois paliers haussiers si effectivement il devait y avoir une reprise. 1, 5240, 2, 5300, 3, 5350, c'est les trois niveaux que vous devez surveiller. Si en revanche, on continue de baisser, alors on va vraisemblablement retourner maintenant vers le point bas, c'est-à-dire 5120, et vraisemblablement également, pourquoi pas, vers la zone de support à 5082, 5080. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans un gros pâté sur le CAC 40. J'avais tracé cette ligne de résistance descendante pour vous montrer qu'à partir du moment où on peut la tracer 3 fois, elle est bien réelle techniquement. Et donc, on a ce gros barrage qui est à la fois l'oblique baissière, la moyenne mobile à 200 périodes, la 45 périodes qui vient également ici en bleu jouer le rôle de résistance dynamique. Enfin bon, ça va être compliqué, d'autant plus que vous le voyez, on a un RSI, lui, pour le coup, qui est à 37. Donc, on ne peut absolument pas exclure le retour du CAC vers cette zone à 5080, 5100 points. Il y a Laurent, non, Pierre qui dit tout le monde écoute Laurent, c'est pour ça en fait ça a fermé comme ça. Non, alors. Il y a quelqu'un qui a vu ton chart avant ou pas? Non, mais en fait, on en a parlé la semaine dernière et la semaine d'avant avec Loïc qui posait une question tout à fait pertinente et qui disait mais pourquoi la moyenne mobile à 200 périodes, elle fonctionne? Pourquoi les investisseurs, ils ont décidé que finalement 200 périodes, c'est à peu près 10 mois, parce qu'il y a à peu près 20 jours ouvrables dans un mois. Donc, ils ont décidé, à un moment, il y a eu une espèce de consensus qui a émergé, comme quoi la ligne de partage des eaux entre un marché haussier et baissier, c'était 10 mois, 200 périodes. Bon, ben voilà, c'est cette espèce de biais que les gens ont et qui fait qu'aujourd'hui, quand on trace une ligne de tendance, ben parfois on est étonné de voir à quel point elle fonctionne bien, mais c'est simplement parce que tout le monde trace la même ligne et qu'il y a donc des ordres encarnés. Et du coup, la question de Hervé. Alors, j'aimerais que Laurent me donne la prochaine cassure du CAC 40. Alors, la prochaine cassure du CAC 40, voilà, elle est là. Vous voyez, j'ai tracé cette zone de support, Hervé, entre 5032 et 5080. C'est vraiment une zone, une bande de support. Et si effectivement
on arrivait à assister donc à la clôture de l'indice parisien en hebdomadaire sous cette zone, alors ça voudrait dire qu'on a vraisemblablement donc un retournement. Attendez, ça je vais l'enlever. On aurait donc un retournement de tendance puisqu'on est à long terme haussier, à moyen terme neutre. Et si on cassait cette zone de support RV, alors on aurait vraisemblablement un marché qui serait en train de se retourner et qui pourrait donc aller chercher beaucoup plus bas, c'est-à-dire autour de cette zone de polarité à 4900 points. Bon, pour le moment, on n'y est pas du tout. Mais bon, vous voyez bien qu'on s'en rapproche et que cette zone de support, ça va être une zone d'arbitrage, c'est-à-dire une zone où on va avoir des opérateurs qui vont penser que c'est une zone qui est intéressante pour envisager donc des réouvertures de positions longues. C'est un peu le CAC 40 à prix cassé, hein, c'est les soldes. Et puis il y en a qui vont penser qu'effectivement, ce n'est pas du tout ça qui se joue, c'est en fait une dynamique baissière qui ne s'est pas totalement épuisée et qui vont donc vendre. Et donc, on va avoir d'un côté des acheteurs et des vendeurs et on va voir en fait si les acheteurs sont en mesure d'éponger tout ce que les vendeurs vont leur présenter ou si c'est le contraire qui va se passer. Ça va déterminer le rebond ou au contraire la rupture. Et c'est entre 5030 et 5080. Donc, quand Hervé il dit 5050, bah, c'est parce qu'il a tracé une ligne et qu'elle est vraiment pile au milieu de cette zone. Moi, je préfère réfléchir avec des zones parce que, encore une fois, on ne peut pas dire que c'est à 5051,25 que le marché devient baissier. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des échanges, il y a des batailles, et donc on regarde comment la bataille s'organise, et puis à la fin, on compte les morts, et on regarde si ce sont les acheteurs ou les vendeurs qui ont été laissés sur le carreau. Alors, on continue. On continue avec le Nifty. Alors, je crois qu'on ne l'a jamais regardé ensemble. Bon, déjà en weekly, on est sur un marché qui est haussier, hein, donc c'est les 50 plus grosses capis indiennes, avec un avalement baissier en hebdomadaire qui signale la possibilité d'une correction, un gap baissier qui ouvre derrière et qui fait que le Nifty retourne sur sa zone de support. Donc maintenant, on est sur une polarité importante, résistance, résistance, support, support. On va voir si ce niveau à 10 114 points y tient, s'il ne tient pas. Et pour le moment, on a plutôt envie de penser qu'il ne va pas tenir, puisqu'on a pour le moment en tout cas une bougie noire. Donc on va voir comment la bougie de cette semaine va clôturer. On va voir surtout la semaine prochaine s'il y a un contre-pied et si cette bougie noire est invalidée ou si au contraire le courant vendeur continue de se manifester sur le marché et si on retourne effectivement sur les 9700 points. En tout cas, vous le voyez, on a un RSI qui est à 43, qui devrait donc arriver sur cette zone à 40 comme potentiellement zone de support. On va voir si effectivement ça tient ou pas. Alors, quand on regarde le Nifty en daily, la tendance, elle est donc clairement baissière. Hein. Vous mettez en ligne de clôture et vous voyez bien donc l'alternance de creux et de sommets qui sont baissiers. Franchissement de cette moyenne mobile à 200 périodes. Regardez comme elle a été support et comme derrière, elle a été donc résistance ces derniers jours. Donc, on va retourner sur 10 047 et donc sur le Nifty, on va voir si effectivement il y a une réaction haussière ou pas. En tout cas, pour résumer, on est à moyen terme sur un marché qui est haussier, sur une zone potentielle d'achat. À court terme, on est en revanche sur un marché qui est baissier. Et pour que ce marché repasse positif, eh bien, il faut franchir le dernier sommet, le rallye de contre-tendance au-dessus de 10 400 points. Donc, on est sous ce niveau à court terme. Eh bien, c'est la dynamique baissière qui prévaut. Il y a Jean-Marie qui pose la question, pourquoi les périodes sont-elles différentes? Je ne comprends pas la question, Jean-Marie. D'un côté, on regarde donc un chart de court terme qui est avec des bougies quotidiennes et de l'autre, on regarde un chart de moyen terme avec des bougies qui sont hebdomadaires. Donc, c'est pas les mêmes horizons de temps. Vous voyez, on a des diagnostics qui sont différents. Quand on se met en hebdomadaire, la tendance, elle est toujours haussière. Et si on casse ce niveau de support, on passe sur une tendance neutre, puisqu'on aura pour la première fois
un creux plus bas que le précédent, mais on aura toujours un sommet haussier. Là, en revanche, on voit bien qu'on a une dynamique de dépréciation qui est évidente à court terme. Donc, vous pouvez être haussier à long terme, neutre à moyen terme et baissier à court terme. Donc, tout dépend de la temporalité que vous envisagez. Autrement dit, tout dépend de votre horizon d'investissement. Sur un horizon de court terme, on est sur une tendance baissière. Et comme je viens de le dire, cette tendance est baissière tant qu'on n'a pas assisté à un franchissement de ce niveau à 10 400 points. En revanche, quand on regarde à moyen terme, on est sur une tendance qui est haussière. Et tant que ce niveau à 10 114 est préservé, on reste haussier. On continue. Alors, là, je vous montre toujours pour Alain le Shanghai Composite. On est donc sur un marché qui est donc dans une tendance haussière. Vous voyez, jusque-là, il n'y a rien à dire. Regardez, pour vous simplifier la vie, que des creux et des sommets ascendants. Creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, ascendant. Et là, il se passe quelque chose. On fait pour la première fois un creux descendant. Autrement dit, la séquence directionnelle haussière représentée par l'alternance de creux et de sommets ascendants est interrompue et pour la première fois, on fait un creux descendant. Autrement dit, la tendance sur le Shanghai Composite était haussière et maintenant, à moyen terme, elle est redevenue neutre puisque pour la première fois, on a un creux qui est largement baissier. Ce qui est intéressant, c'est la polarité qui se fait sur la ligne de tendance. Regardez, là, on a 3 contacts, donc on a notre ligne de tendance. Je vous rappelle qu'en analyse technique, pour avoir une ligne de tendance, il faut 3 points de contact. 2 points de contact, c'est suffisant pour tracer n'importe quelle droite, il en faut 2. En revanche, quand on en a 3, on a une ligne de tendance. Et regardez ce qui se passe. On a nos 3 points de contact, et une fois que la ligne de tendance est enfoncée, elle devient résistance. Ça aussi, c'est purement technique. Donc, on voit bien que cette ligne de tendance, elle est vraiment validée par le marché, puisque une fois qu'elle a été cassée, c'est autour d'elle que va se faire le changement de polarité. Et on voit bien que le marché est venu taper à 2 reprises sous la ligne de tendance qui était support et qu'elle devient résistance. Donc, maintenant, Laurent, excuse-moi que je t'entends. J'ai une petite question là. Sur le deuxième point de contact, on voit en fait 2 contacts. Attends. Là, celui-là, il y a 2 contacts en fait, non, avec la ligne. Oui. Est-ce que non. Non, c'est pas assez. Non. Il n'y a pas assez d'espace entre les deux. En fait, pour que, si vraiment, et vous verrez que, en fait, je suis très exigeant avec les facteurs techniques, parce que plus vous allez monter votre niveau d'exigence, plus vous avez de chances que votre analyse soit correcte. Là, on pourrait dire, on a effectivement 3 points de contact. Non, pour moi, Falco, ils appartiennent à la même famille, parce qu'entre les 2 points de contact, on n'a pas fait un nouveau sommet. Donc, pour moi, c'est la même histoire, ça. C'est pour ça que c'est qu'un seul point de contact. De la même manière, ici, on a 2 contacts, mais c'est un point de contact. Si on avait fait un point de contact ici, un nouveau sommet, et qu'on était revenu ici, je t'aurais dit, effectivement, on a 2 points de contact. Mais comme ici, on n'a pas fait de nouveau sommet, alors c'est la même histoire, c'est le même point. Okay. Là, en revanche, on est revenu taper la ligne de support, on s'est vraiment arrêté dessus, hein, et puis derrière, on refait un nouveau sommet, puis derrière, alors on aurait pu dire qu'à peu de choses près, on avait un nouveau contact ici, mais je ne l'ai pas compté parce qu'il s'arrête un petit peu avant. Puis là, par contre, on casse la ligne de tendance, et puis derrière, cette ligne de tendance, elle devient donc résistance. Alors maintenant, rapidement, c'est le bazar, hein, rapidement, quand on se met à court terme sur le Shanghai, il y a une vol de dingue. Là, donc, on part à la baisse, on casse tout, on va chercher la zone, on rebondit. À court terme, je vous indique juste 2 choses. À court terme, pour repasser haussier, il faut dépasser 3330, ok? Parce qu'on a un creux, un sommet, un creux. Il faut qu'on ait un nouveau sommet haussier pour avoir donc une dynamique haussière. Donc, à la hausse, à court terme, on a vu qu'à moyen terme, on était neutre, hein, à cause de cette cassure de support. Hein. Voilà, je vous remets rapidement ici. On est neutre parce qu'on a fait un creux baissier. Bon, là, à court terme, au-dessus de 3330, on repasse positif. Et puis, au-dessous de 3210, on repasse donc négatif. Donc, on est dans un petit range à court terme sur le Shanghai Composite. Et il va falloir attendre de voir quelle est la borne qui est franchie
de manière durable, la première. La résistance à 3330 ou au contraire, le gap qui est resté ouvert et qui, sur comblement, sous 3210, signalerait qu'on va retourner sur les 3080 points. Voilà. On passe au gold. Alors, le gold, où va le gold? Qui c'est qui posait la question? C'était Pascal. Ah oui, alors Pascal, excusez-moi, mais je vous réponds, je fais une toute petite aparté parce que vous avez posé la question dans votre email, y a-t-il un diamant sur le S&P? On n'a pas le temps de retourner sur le chart du S&P, mais la réponse est non. Il n'y a pas de diamant en formation sur le S&P. Si vous envoyez un, vous envoyez votre chart à Falco qui fera suivre et je vous répondrai. Envoyez-moi votre chart. Et ça marche pour tout le monde. Si vous voulez m'envoyer des charts avec vos analyses, ben vous envoyez à Falco, puis Falco me fait suivre. Je réponds, je renvoie et vous lisez. Donc, le gold. On fait comme ça. On fait comme ça. Le gold. Alors, je ne veux pas non plus avoir 250 charts la semaine prochaine, parce que je sais que vous en seriez capable, parce que vous êtes tous passionnés, mais on peut commencer comme ça. 225, il faut commencer. Hein. Alors, bon, le gold, les gros niveaux, c'est 1365, 1375. Il faut qu'on dépasse cette résistance pour que cette dynamique haussière depuis fin 2016 soit préservée. Donc, 1365 clôture au-dessus, c'est haussier. En revanche, en dessous de 1245, c'est baissier. Entre les deux, 1245, 1365, c'est neutre, c'est-à-dire que, enfin, c'est toujours haussier, c'est-à-dire que, enfin, c'est haussier neutre, puisque c'est neutre, puisque en fait, on fait un sommet équivalent ici au précédent, donc des sommets équivalents. Si on repart à l'envers, eh bien, il faudra qu'on reste au-dessus de 1250 pour rester neutre. En revanche, si on casse, ça veut dire qu'on retournera vraisemblablement cette dynamique. Quand on regarde ce qui s'est passé sur le gold, eh bien, il y a eu une très forte appréciation depuis quelques jours sur le gold et on en a parlé. Et puis, on a dit qu'il y avait une zone de résistance à 1332. Ben, regardez comme ça a bien marché. Ça s'est pile arrêté sur ce niveau et en clôture. Et puis là, maintenant, il y a une petite correction. Donc, pour le moment, à très court terme, sur le gold, il faut dépasser 1340 pour avoir une chance de voir l'appréciation qui a commencé hier continuer et voir les cours retourner sur 1360. Pour le moment, on voit une petite correction. Cette petite correction pourrait s'arrêter à 1320. Sur 1320, on pourrait avoir une réaction des acheteurs et une nouvelle tentative de franchissement de la résistance entre 1330 et 1340. Alors, on va continuer maintenant, s'il n'y a pas de questions sur le gold, sur Facebook. Il n'y en a pas. Alors, Facebook qui a été donc malmené par les investisseurs qui n'ont manifestement pas du tout apprécié que Facebook se soit laissé dérober, soit commercialisé les données de plus de 50 millions d'utilisateurs. Ces données qui sont en fait collectées par Facebook de manière gratuite, puisque en fait, vous renseignez constamment votre compte en disant qui vous aimez, ce que vous aimez, où vous allez. Et donc ça, Facebook récolte ces données, vous ne leur vendez pas, ils en disposent gratuitement, et puis par derrière, ils utilisent vos données pour les commercialiser auprès d'annonceurs, etc. Bon, moi, j'ai un compte Facebook, j'aime Facebook, donc je ne fais absolument pas le procès de Facebook, sauf que quand effectivement on apprend que les données concernant 50 millions de personnes ont été dirigées avec un but politique, en l'occurrence favoriser, alors il faut mettre des si partout parce que pour le moment rien n'est prouvé, mais là ce qui a fait que le cours a décalé, c'est qu'il y aurait donc une entreprise anglaise proche de Steve Bannon, qui était donc le conseiller de Donald Trump, qui est quelqu'un qui est positionné assez à droite sur l'échiquier politique, eh bien, cette société anglaise aurait donc utilisé les données fournies ou volées à Facebook pour
orienter le vote de ces 50 millions de personnes. 50 millions de personnes, ce n'est pas à la marge, hein, ce n'est pas du tout négligeable. Ça fait basculer une élection dans un sens ou dans l'autre. Et donc, quand le marché a appris ça il y a quelques jours, eh bien, les investisseurs n'ont pas apprécié et attendent maintenant des comptes de Mark Zuckerberg pour qu'il explique ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a vendu ou est-ce que en fait, ça a été quelque chose qui a été fait à son, excusez-moi, à son insu? En tout cas, même si c'est à son insu que ces données ont été volées, ça montre qu'il y a un problème de gouvernance et de confidentialité. Et pourquoi ça a fait décaler le cours de cette manière? Parce que tout le modèle économique de Facebook est basé justement sur la commercialisation de ces données. Donc, si effectivement on considère que ce qui a été fait représente un problème, bah c'est tout le business model de Facebook qui pourrait s'écrouler. Alors, on n'en est pas du tout là. On est même loin. Vous voyez bien qu'il y a des investisseurs qui considèrent que retourner sur 160 $, 161 $, c'est finalement une opportunité. On assiste à la stabilisation des cours. En tout cas, ce qu'on peut dire, ça va être assez facile pour vous de comprendre ce qui se passe, c'est qu'on était dans une dynamique qui était haussière, une dynamique qui est structurée en deux temps. Regardez la différence d'appréciation des cours dans cette première partie. Et puis là, on voit bien que le cours patine. Alors, on ne sait pas très bien ce que c'est. On ne sait pas si c'est une espèce de tête-épaule complexe avec une épaule gauche ici, une espèce de tête d'ailleurs bicéphale, une double tête ici, et puis une épaule droite formée ici, une ligne de cou qui aurait été formée sur 171. Ou alors est-ce qu'au contraire, ce n'est pas du tout une tête-épaule, c'est plutôt un rounding top qui se met en place? Bon, on ne sait pas trop. Ou alors on pourrait dire que c'est au contraire une structure en mégaphone. Regardez, on pourrait peut-être faire ça, si j'y arrive. Bon, en fait, on voit qu'il n'y a pas tellement de forme pour le moment. C'est un petit peu un marécage, hein, ce qui se passe sur le titre. Mais en tout cas, on ne va pas essayer de donner absolument un nom à ce qui se passe sur le marché. En revanche, ce qu'on peut assurément dire, c'est qu'il y a une progression en 3 temps. Une progression impulsive. Ensuite, on fait un aplat qui montre bien qu'il y a pas mal d'offres qui rentrent sur le marché. Et puis là, on fait pour la première fois, donc vous le voyez vraiment, enfin, ce n'est pas vraiment la première fois, puisque là aussi, on en a fait un de creux descendant, puis on a tout de suite, c'était un piège baissier, on a tout de suite fait un nouveau plus haut derrière. Donc là, on est en train de faire un nouveau creux, plus bas que le précédent. On casse la moyenne mobile à 200 périodes. Soit effectivement, on va sur 161 $, soit effectivement, comme précédemment, on réintègre tout de suite le range. Les niveaux à surveiller, sous 161 $, la tendance baissière de court terme est confirmée avec un sommet creux, sommet creux, sommet creux baissier. Donc, on est bien sur une dynamique de dépréciation des cours. Si en revanche, les cours se stabilisent et repartent à la hausse, c'est vraiment au-dessus de ce niveau à 185 $ qu'on pourra parler d'un excès et mettre tout ça derrière nous, puisqu'on aura comblé ce gap, on aura fait un nouveau plus haut que celui-ci. Donc, on repassera, vous le voyez, neutre. Et puis, après, pour repasser haussier, il faudra franchir 195 $. Donc, vous voyez, rien n'est perdu pour le moment sur Facebook. Rien n'est perdu parce qu'on voit bien que les cours se stabilisent ici. Donc, pour le moment, ça ne veut plus baisser. Alors, quand on regarde Microsoft, on voit bien que le titre est beaucoup plus solide que Facebook. Regardez, je vous remets les deux charts et j'alterne pour que vous puissiez voir que là, on vient de faire un nouveau sommet historique sur Microsoft et que la tendance est haussière sur Microsoft tant que ce niveau de support tient le choc. Et là aussi, regardez à quel point les choses sont techniques en ce moment, puisqu'on a réintégré donc le range, on a fait une bougie d'avalement baissier qui réintègre donc la zone de trading range précédente, mais d'un point de vue purement technique, on regarde la structure des prix, autrement dit, on regarde où est le dernier sommet, ça c'est quelque chose que vous devez toujours faire. Où est mon dernier sommet? Il est là. Où est le dernier creux? Où est le creux qui précède le dernier sommet? Il est là.
Donc, c'est ce creux qui est le juge de paix. Tant qu'on est au-dessus de ce creux, la tendance est haussière. Creux, sommet, creux, sommet. Si on casse ce creux, on aura pour la première fois un creux baissier, un creux descendant. Et là, ça veut dire que le consensus a changé. Là, on est vraiment borderline, quoi. On est au bord du précipice. Soit effectivement, on a des acheteurs qui défendent ce niveau et on repart sur Microsoft. Ça, c'est très important parce que quand vous tradez le titre par des produits dérivés ou sur le sous-jacent lui-même, il faut que vous sachiez où est-ce que vous devez mettre votre niveau d'invalidation. Le niveau d'invalidation, il est dans une tendance haussière, il est sous le dernier creux qui précède le dernier sommet sur l'horizon de temps considéré, moins le bruit, parce que si vous mettez votre stop sur 91, ben vous vous faites sortir alors que vous aviez raison. Donc il faut mettre un petit matelas de sécurité. Ce petit matelas, il peut tout à fait se calculer avec un ATR, un Average True Range. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder, chercher sur Internet, on pourra en reparler. Mais les ATR, ça marche très bien pour savoir qu'est-ce qu'on doit mettre comme bruit sous le niveau d'invalidation pour ne pas se faire sortir. C'est très important parce que si vous mettez votre stop sous 90, ben vous êtes toujours dans le marché. Et si demain, pour une raison ou une autre, et on est vraiment dans un contexte où ça peut tout à fait se passer, demain ça repart à la hausse parce que finalement, les attentes des nouvelles de Trump ce soir sur les attaques commerciales contre la Chine, en fait, ça fait pas peur, il va mettre de l'eau dans son vin, il y a peut-être des mecs derrière qui lui racontent qu'il faut surtout pas qu'il s'excite trop parce que les marchés pourraient partir à la baisse et c'est pas l'intérêt de l'administration américaine de voir des marchés baisser. Bref, demain, tout peut se passer, ça peut repartir. Ça serait vraiment dommage que vous soyez fait stopper parce que vous avez mis un stop à 90-50 alors que le vrai, il est sous 90. Donc c'est très important de savoir où est-ce que sont les niveaux d'invalidation et comment vous allez prendre un petit matelas de sécurité sous ces niveaux pour surtout ne pas vous faire sortir pour rien. En tout cas, pour conclure, Microsoft toujours haussier et tant qu'on aura un marché qui évoluera sous cette zone de support validée puis confirmé et de nouveau validé aujourd'hui, tant qu'on est au-dessus, on est haussier. Si en revanche le niveau est enfoncé, on est neutre, et là ça veut dire qu'on peut aller facilement chercher les 86 $. Donc vraiment Microsoft, c'est demain que tout se joue, j'ai envie de dire, demain et les prochains jours, parce que si ce niveau est défendu par des investisseurs qui pensent que c'est une super opportunité de rentrer sur le titre sur ce niveau, alors on reste dans le range et on baisse plus. Bon, il y a le cher Daniel qui dit « Je trouve Amazon plus fort que Microsoft et Facebook ». Qu'est-ce que tu en penses, Laurent? Il a raison, c'est la plus forte. C'est la plus forte? C'est la plus forte. Amazon, c'est la plus forte. Deuxièmement, Microsoft. Et puis troisièmement, Facebook. Si ça vous intéresse et si nous recevons un grand nombre d'emails cette semaine nous demandant de parler la semaine prochaine des GAFA, c'est-à-dire Facebook, Google, Microsoft, Apple, Amazon, on fait un spécial GAFA la semaine prochaine, mais il faut qu'on reçoive plus de 15 emails. Oh là là! Il faut qu'on reçoive plus de 15 emails. GAFA. GAFA. Vous envoyez un email à Falco. Voilà, vous envoyez un email à Falco. GAFA. On compte. 15, voilà, on compte. Si on en a plus que 15, on fait un spécial GAFA la semaine prochaine parce que de toutes les façons, les GAFA, c'est le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est un indice précurseur américain. Et les indices américains, c'est eux qui décident, ce sont eux les patrons. Et attention, ce n'est pas 15 emails par personne. Hein. Non, pas dans ce sens-là. 15 personnes qui écrivent un email. Exactement. Bon, voilà. Donc, Hervé est déjà partant, je le sens. Voilà, il moqué. Donc, alors, il est 19h12. Qu'est-ce qu'on a encore sur notre… On en a plein. Hein. Bon, on va le faire un peu plus… Alors, ok, on va aller vite. Non, pas bien, mais… Alors, bon, de toutes les façons, on va parler d'Asso, d'Asso Systèmes. C'est assez facile. Je ne vous demande pas quelle est la tendance, vous seriez vexé. Donc, elle est haussière. La question, c'est à partir de quel prix la tendance repasse neutre? Eh bien, la tendance repasse neutre sous 102. Alors, attention. Ça, ce niveau, c'est une résistance. Donc, principe de changement de polarité, la résistance devient support, ce niveau à 106,30 devient support. Ça ne devient pas un niveau d'invalidation de la tendance haussière. Attention, ça devient un niveau d'achat. Si Dassault Systèmes revient sur 106,30 €,
ce n'est certainement pas un niveau d'invalidation de la tendance haussière, c'est un niveau sur lequel il y a déjà, j'en suis sûr, des ordres en carnet, des ordres limites d'achat d'investisseurs qui disent si par le plus grand des hasards on revient sur 106, je paye. Donc 106,30, c'est un niveau d'achat. Le niveau d'invalidation de cette tendance haussière, c'est 102 euros et le stop loss, c'est 102 euros moins le bruit, c'est-à-dire peut-être, ça se calcule, 100 euros ou 100,50 euros, peu importe. Donc, Dassault Systèmes, positif à court terme. Vous voyez des moyennes mobiles qui s'écartent, autrement dit un momentum qui est, j'ai presque envie de dire, en surchauffe. D'ailleurs, on voit un RSI qui est repassé donc, dans une zone qui est sortie de sa zone d'excès. C'est normal hein, que le RSI se dégonfle quand on fait un aplat sur le cours. Voilà. Donc, le temps que le cours baisse, la moyenne mobile va peut-être monter et on a une zone à 106,30 qui est une zone d'achat, en tout cas positif sur Dassault Systèmes, au-dessus de 102 et a fortiori, niveau d'achat possible sur 106. Edenred, elle est super forte, elle aussi. Alors attention, on a un sommet, je suis sûr qu'on devrait avoir une divergence baissière sur le RSI, très belle divergence baissière. Je vous rappelle à tous qu'est-ce que c'est une divergence baissière. C'est quand le prix fait un nouveau plus haut, en l'occurrence il fait ici un nouveau plus haut, et derrière, quand on se met en ligne de clôture, on voit le plus haut, et quand on se met en bougie, on voit également plus haut. Donc, on a un marché qui fait un nouveau plus haut, et derrière, on a un RSI qui, sur le premier sommet, est en excès, et sur le deuxième sommet, passe sous 70. L'analyse technique dit que quand vous avez un sommet qui est fait avec un RSI qui n'a pas de divergence, vous devez attendre derrière un nouveau sommet qui, si lui est construit avec une divergence baissière sur le RSI, c'est peut-être le dernier sommet. Eh bien, vous le voyez, on a ici ce sommet qui est peut-être le dernier sommet de court terme, puisqu'on a une divergence baissière sur le RSI. Si effectivement ce scénario se concrétise, ça veut dire qu'on va avoir un prix qui va retourner sur 27 euros. Et si ce niveau à 27 euros est enfoncé, on pourra avoir peut-être une structure en double top avec la deckline qui passe ici à 27,32. Et si on a un double top de court terme qui est formé, ça veut dire que c'est la tendance haussière de court terme qui est retournée, mais certainement pas celle de moyen terme. Il faut que vous appreniez tous maintenant à distinguer les différents horizons de temps et à faire des diagnostics appropriés en fonction de l'horizon de temps que vous envisagez. Ce double top, s'il est déclenché, signifiera vraisemblablement qu'on ira chercher cette zone à 25, 50 ou 26 euros. Mais en aucun cas, cela signifie que cette tendance haussière de long terme, elle est retournée. Ce n'est que le mouvement de court terme qui sera retourné. Donc, pour conclure sur Edenred, confirmation de la tendance haussière de court terme sur franchissement de 29 euros, retournement possible avec formation en double top validé sur rupture de 27,32. Si c'est effectivement le cas, on peut retourner sur 26 ou 25,50 euros. Pour le moment, on n'en est pas là. On est sur un marché qui est toujours au-dessus du dernier creux qui précède le dernier sommet. Tant qu'on est là, on est sur une tendance qui est haussière. Eurofins scientifique, secteur industriel pour Michel, qui nous pose donc la question de savoir qu'est-ce qui se passe sur le titre. Eh bien, vous le voyez, à long terme, le diagnostic est haussier. À moyen terme, le diagnostic est neutre. Alors, attendez, neutre au-dessus de 452. Si on casse 452, alors on a peut-être un marché qui sera en train donc de se retourner. Par contre, à court terme, on est c'est un peu compliqué. J'hésite entre vous dire qu'on est baissier avec sommet, creux, sommet,
creux, sommet baissier, en attente d'une confirmation donc de la rupture du support pour valider une nouvelle fois cette dynamique baissière, ou alors est-ce qu'on considère qu'on n'est plus baissier mais neutre à court terme parce qu'on a dépassé ce sommet? Alors, je vais vous dire, à court terme, je suis neutre sur Eurofins Scientifique parce qu'on a dépassé, on a mis un sommet en place au-dessus du précédent. On voit bien que la moyenne mobile à 200 périodes a servi de résistance. Elle passait également sur un niveau de polarité, puisque vous voyez, ce support devient résistance, et le marché a reflué. Donc, on est neutre. Maintenant, si le marché casse 450 €, alors on passe de neutre à négatif, et ça veut dire que c'est cette dynamique-là qui l'emporte, et donc on est négatif à court terme. Il y a Pierre qui nous dit on consolide. Oui, Ah oui. on consolide, Pierre, parce que regardez, attendez, là on est baissier, Pierre, ok? On a fait un sommet, on corrige, on fait un creux plus bas que celui-ci, on fait un sommet plus bas que celui-ci, et on fait un creux plus bas que celui-ci. Donc là, c'est un mouvement baissier. On fait un rallye, le rallye s'arrête sur la zone de polarité. Vous voyez bien que ici, tous ceux qui ont payé le marché, ils attendaient qu'une chose, c'est que les prix reviennent sur cette zone pour sortir flat, d'où l'offre qui se présente, shooting star, et on repart à la baisse. Donc là, c'est baissier, Pierre. Et puis derrière, regardez, rebond technique. On voit bien que la résistance, elle joue son rôle de barrage. Elle joue son rôle de barrage. Hop, on casse la résistance, on franchit la résistance. Donc là, on est sur des creux et des sommets baissiers, et là, on fait un sommet au-dessus du précédent. Donc, on n'est plus baissier, là, on est neutre. Donc, si on est neutre, ça veut dire qu'on consolide. On consolide cette baisse. Qu'est-ce qui se passe derrière? Patatras. On repart à la baisse. Donc, si on casse ce niveau de support, Pierre, sous 450, on a bien un mouvement baissier qui continue. Si en revanche, le support tient le choc et qu'on a de la demande et qu'on repart à la hausse et qu'on refranchit ce sommet, vous serez bien d'accord qu'on est en consolidation. Pierre dit OK pour moi. Parfait. ATC, Altis. Qu'est-ce qui pose la question? C'est Pascal. Pascal nous pose la question cette semaine, est-ce que Altis est en train de préparer son rebond? Franchement, Pascal, je ne vois pas du tout le rebond. Je vois effectivement un rebond technique énorme entre 6,50 et 10,50. Et puis derrière, la tendance de fond qui est baissière, elle reprend. Sommet, sommet, nouveau creux. Pour moi, sur Altis, on retourne sur le support à 6,58. Alors, est-ce qu'après, il va se passer… Attendez, ça, je l'enlève, c'est vieux. Voilà, alors peut-être qu'après, on va mettre en place un truc… Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Peut-être qu'on est en train de construire un range sur Altis. Peut-être qu'on va revenir sur le support, repartir, retester 10,60. Mais en tout cas, pour le moment, on peut à peine parler de zone d'accumulation. Pour le moment, on est toujours sur une dynamique qui est baissière. Vous voyez? Voilà. Donc, j'attends le retour sur la zone de support et puis on verra bien si on l'enfonce ou pas. En tout cas, payer Altis sur le support, c'est très spéculatif. Il y a beaucoup de volatilité. Ça peut payer parce qu'il peut y avoir un rebond intéressant. Mais enfin, vous devez être conscient que c'est une approche contrarienne et que vous vous mettez en face d'un courant vendeur qui, pour le moment, a l'air puissant et que si ça débouche sur une construction d'accumulation, il faut laisser un peu plus le temps au marché de vous prouver que ça consolide, que ça accumule
pour que ça puisse rebondir. Hein. Voilà, donc pour le moment, Altis toujours baissier et il faudrait clôturer au-dessus de ce niveau. Parce que vous voyez, si on faisait ça maintenant, hop, mais qu'est-ce qu'on aurait? On aurait pour la première fois un creux supérieur à celui-ci et un sommet supérieur à celui-ci. Donc on pourrait dire que la tendance sur Altis est retournée. Mais pour le moment, tout ça n'existe pas. Pour le moment, on a un titre qui continue de baisser et un sommet qui s'écarte, qui s'éloigne de plus en plus. Donc négatif sur Altis avec l'arbitrage en ligne de mire à 6,58 pour montrer si effectivement il y a des acheteurs ou pas. Il y a Pierre qui dit que les moyennes mobiles 45 et 10 font résistance. Les moyennes mobiles 45 et 10 font résistance. Ouais, alors la 45, elle était parfaitement résistance dans la baisse. D'ailleurs, regardez, elle était bien support dans la hausse. Là, le fait qu'elle est dépassée, franchie, ça montre bien qu'on est en conso. Alors, elle est franchie, on repasse dessous, puis on revient la tester. Effectivement, c'est surtout cette polarité, moi, qui m'intéresse. Regardez ici. Support, résistance, pour moi, c'est plus pertinent que la moyenne mobile. C'est cette petite polarité qui joue, et ça veut dire que mécaniquement, on va peut-être avoir également une polarité ici. Vous voyez, maintenant qu'on a cassé ce support, peut-être qu'on va rebondir sur 7,54 et puis repartir derrière. Et en fait, c'est assez bien construit à la baisse. Il y a une dynamique de dépréciation. Vraiment, je n'ai pas d'argument pour vous expliquer que ça, c'est en train de rebondir sur Altis. C'est toujours mal orienté. Ok, c'était déjà tout. Et ben voilà, on a terminé. Je crois qu'on a battu notre record, Falco. Oui, 19h25. Ça fait 1h25. Si on fait un peu plus longtemps, on prend pas le petit déj ensemble. Merci d'être resté avec nous. Exactement. Donc, merci surtout à Laurent Albi d'avoir été avec nous toute la soirée et fait toutes ces explications. Merci à vous d'être resté avec nous aussi longtemps. On a essayé de répondre à pas mal d'aspects, hein, la théorie de Dow, les actions, le gold. On a regardé pas mal de trucs et j'espère que ça vous a plu. Et puis surtout qu'on vous a donné des éléments de réflexion supplémentaires pour vous orienter au mieux sur ces marchés qui sont vraiment compliqués en ce moment. Merci Laurent. Dernier mot de ma part. Vous savez très bien, maintenant, je le rappelle à chaque fois, notre chaîne YouTube vous attend dès ce soir, vers 10h, j'aurai mis le vidéo sur la chaîne, ou demain matin, vous pouvez regarder dès que vous êtes réveillé en replay cette Julie webinaire, revue technique des marchés avec notre super Laurent Albi. Donc voilà, on va se retrouver la semaine prochaine, jeudi, soir à 18h comme d'habitude, dans ce studio. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis n'oubliez pas de nous envoyer des emails. Et puis des emails GAFA. Oui, les GAFA, 15 stations. Hein, 15 GAFA pour qu'on fasse les GAFA, si ça vous intéresse. Sinon, on ne fait rien. Bon, allez, bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Hein, à la semaine prochaine. Au revoir.